Bonjour, troisième cours de culture scientifique, partie 8.1, une histoire des mathématiques, l'hypothèse de Riemann, première partie. Il y aura 3 parties. De l'importance dans les mathématiques de l'hypothèse de Riemann, les 23 problèmes de mathématiques de David Hilbert, énoncés au Second Congrès international de mathématiques de Paris en 1900. Donc David Hilbert fait un très beau discours lors de ce congrès. Qui d'entre nous ne serait pas heureux de soulever le voile qui masque le futur pour jeter un regard sur les progrès imminents de notre science, les mathématiques, et sur les secrets de son développement pendant les siècles futurs. Il va énoncer le programme des siècles futurs. Impressionnant. Quelles seront-elles les fins vers lesquelles tendront les esprits mathématiques dominants des générations à venir? Question. Quelles méthodes nouvelles, quels faits nouveaux les prochains siècles révéleront-ils dans le riche et vaste paysage de la pensée mathématique? David Hilbert, le concurrent de Henri Poincaré pour nous en France, donc fin 19e, début du 20e, voilà les deux mathématiciens qui dominent en Europe. Propos de David Hilbert sur notre sujet, l'hypothèse de Riemann. Si je devais me réveiller après avoir dormi pendant 1000 ans, ma première question serait: l'hypothèse de Riemann a-t-elle été prouvée? Vraiment important, quoi. Donc il va laisser 23 problèmes de mathématiques que vous trouvez sur Internet, les 23 problèmes, dont le 8e, démontrer l'hypothèse de Riemann, et à côté, non résolu. Vous voyez qu'il y a d'autres problèmes non résolus. Donc en 2000, les 7 problèmes mathématiques du prix du millénaire. Donc l'Institut de mathématiques clé a été fondé en 1998 par London Clay, un homme d'affaires de Boston aux États-Unis, et son épouse, dans le but de promouvoir et disséminer la connaissance mathématique dans le monde en instaurant un système de primes pour les chercheurs en mathématiques. Donc c'est le prix du millénium, je vois The Millennium Prize Problems. En 2000, 7 problèmes correspondent à autant de conjectures, la conjecture, c'est pas résolu, voient leur solution dotée d'une récompense d'1 million de dollars chacun. Ce sont les problèmes du prix du millénaire. Voilà les 7 problèmes marqués sur le document que vous voyez. Eh bien, il y a la deuxième, l'hypothèse de Riemann, pas résolue. Il y avait la conjecture de Poincaré, mais ça a été résolu par le fameux monsieur Perelman. Quel est le lien entre l'hypothèse de Riemann, les nombres premiers, les nombres complexes, le code RSA, qui protège nos cartes bancaires, nos communications, et le processeur quantique, dont on parle beaucoup? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Quel est l'énoncé de l'hypothèse de Riemann? Eh bien, les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont pour partie réelle 1/2. Donc il va falloir définir chaque mot pratiquement de cette hypothèse. Bernard Riemann, il est né en 1826, il est mort en 1866, c'est encore quelqu'un qui a vécu très rapidement, 40 ans. Donc Google a annoncé en 2019, grosse publication de la revue Nature, Google annonce une percée majeure dans le calcul quantique. À l'aide d'un ordinateur de sa conception, la multinationale a réussi pour la première fois à effectuer un calcul bien plus rapidement que les meilleurs supercalculateurs. On voit le processeur quantique Sycamore, 53 qubits de Google. Donc l'hypothèse de Riemann propose une connexion entre deux champs des mathématiques n'ayant a priori pas de connexion, les nombres premiers qui fait partie de l'arithmétique, et les nombres complexes, c'est de l'analyse complexe. Mais c'est quoi un nombre premier et qu'est-ce qu'un nombre complexe? D'abord les nombres premiers, un beau titre pour un roman, on en reparlera. Paolo Giordano, La solitude des nombres premiers, donc ce jeune physicien italien qui avait fait une thèse de physique il y a quelques années. Il a écrit un roman qui s'est vendu très bien, il a eu un prix je crois, et c'est magnifique ce roman. Donc on va essayer de comprendre le titre, qui est un très beau titre, La solitude des nombres premiers. D'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? Donc j'ai utilisé sur Arte Voyage au pays des maths, l'hypothèse de Riemann. Il y a énormément de documents produits par Arte sur tout un tas de sujets. Définition: un nombre premier est un nombre qui ne se divise que par 1 et lui-même. Par convention, on exclut le 1 et on connaît donc les nombres premiers suivants. Comment les nombres premiers se répartissent-ils parmi les nombres entiers? Il y a bien longtemps que les humains s'en sont préoccupés. Par exemple, Ératosthène, 200 ans avant Jésus-Christ, il avait réfléchi à la question, ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène. Donc comment ça marche? Pour trouver les nombres premiers, c'est pas non plus très compliqué. Donc on va éliminer les multiples de 2. Donc vous prenez 2 et donc vous rayez 4, vous rayez 6, etc. Donc ça fait énormément de nombres qu'on supprime, bien sûr, qui ne seront pas premiers. Maintenant, on élimine les multiples de 3. Il en reste encore moins. Et on élimine les multiples de 5 et de 7, et etc. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien effectivement, il va ne rester que plus que des nombres premiers. Donc quelle étrange répartition, on n'a pas de méthode de calcul simple pour trouver la liste des nombres premiers. C'est ça qui manque. Combien y a-t-il de nombres premiers parmi les nombres entiers? Eh bien remarquons quelque chose qui va être lié au titre du roman. Entre 1 et 100, on rencontre 25 nombres premiers. Entre 1000 et 1100, 100 nombres, mais on n'en rencontre que 16. Et entre 1 million et 1 million 100, il y a
toujours 100 nombres, et ben on ne rend compte que 6. Donc on voit bien cette raréfaction des nombres premiers lorsqu'on monte dans les nombres. D'où le titre du roman est La solitude des nombres premiers. Alors pourquoi? Pourquoi pas? Ça, c'est une énigme. Donc voilà, pourquoi la solitude? On comprend mieux maintenant le titre. Il est en lien avec la raréfaction des nombres premiers parmi les nombres entiers. Combien y a-t-il de nombres premiers? Depuis très longtemps, on s'est posé cette question. Par exemple, combien y a-t-il de nombres premiers parmi les nombres entiers? C'est une des questions autour des nombres premiers qui traînent depuis l'aube de l'humanité, pratiquement. Euclide avait déjà démontré qu'il existe une infinité de nombres premiers. 300 ans avant Jésus-Christ. Voilà la démonstration que j'ai trouvée sur Internet. Bon, je ne rentre pas dans les détails. D'accord. Alors maintenant, une autre question, comment se répartissent-ils cette infinité de nombres premiers parmi les nombres entiers? Ça, c'est un autre problème qui a tracassé les mathématiciens depuis longtemps. Donc moi, je me suis amusé à tracer cette courbe, les entiers sur l'axe des abscisses, et le nombre de nombres premiers sur l'axe des ordonnées, et maintenant, combien de nombres de premiers qui sont inférieurs ou égaux à 2? Évidemment, il y a un nombre, c'est le nombre 2, donc je mets un point. Maintenant, je me pose la question, combien de nombres premiers sont inférieurs ou égaux à 3? Deux nombres, puisqu'il y a 2 et 3. Donc je fais, on monte d'un cran sur l'axe des ordonnées, on passe de un nombre premier à 2 nombres premiers. Donc je relie ces deux nombres, 1 et 2, en disant je suis passé de 2 à 3, je monte d'une marche. Maintenant, combien de nombres premiers sont inférieurs ou égaux à 4? 2 toujours, car 4 n'est pas premier. Inférieur à 5, il y en a 3. D'accord? 2, 3 et 5. Et puis, etc. On avance comme ça, donc inférieur à 6. Et regardez cette belle courbe en marge d'escalier qui se produit lorsque vous comptez le nombre premier inférieur à un nombre. Voilà. Donc, je me suis arrêté là. Et maintenant, il existe bien sûr ce qu'on appelle la fonction de répartition des nombres premiers entre 0 et un certain nombre. Elle est en marge d'escalier, ça c'est remarquable. Donc maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est une fonction, je vous le rappelle, un agriculteur a des vaches, il vend des cuisses des vaches, il a 4 vaches, il vend donc 4 fois 4 cuisses de vaches, il en a 73. Oui, le calcul est compliqué. Donc on va définir une fonction qui nous donnera le nombre de cuisses en fonction du nombre de vaches. On appelle x le nombre de vaches et y le nombre de cuisses. Y égale 4 fois x. Et y est une fonction de x, donc y égale f de x, comme on nomme en mathématiques, qui est égal à 4x. René Descartes, au XVIIe, nous a permis de tracer ce genre de courbe. Effectivement, une fonction, ça se trace. Vous mettez y égale f de x sur l'ordonnée, et x sur l'axe des abscisses, x c'est le nombre de vaches, y c'est le nombre de pattes. Donc quand quelqu'un me dit je ne comprends pas la notion de fonction, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Donc maintenant, cette fonction de répartition, comme il y a de nombres premiers entre 0 et x, un exemple, par exemple, on rencontre 25 nombres premiers inférieurs à 100. Je pense que vous avez compris. Mais on n'a pas de formule pour calculer le nombre de nombres premiers inférieurs à un nombre. Et donc, sans formule, pour la tracer, il faut connaître la liste des nombres premiers. Mais on connaît quelques approximations de la fonction de répartition. La première, c'est la fonction x sur log de x. Pourquoi log? Pourquoi pas? Alors, ce log décimal, le log décimal d'un nombre x, c'est la puissance à laquelle il faut élever 10 pour obtenir x. Donc ça veut dire que si vous prenez x égale à 1, vous aurez 10 puissance 0. Le log de x, c'est log de 10 puissance 0, ça fait 0. D'accord? Voilà, je passe. L'histoire des logarithmes décimaux, c'est Napier, je crois que c'est un Écossais, voilà, qui va laisser donc, cette idée de logarithme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que lorsqu'on avait des multiplications à faire dans le temps, avant les calculateurs, c'était difficile. Et on a transformé cette multiplication en une addition grâce au logarithme. Alors, il y a les tables de logarithmes, il y a toute une histoire, je passe. Maintenant, on a vu que x sur log de x, ce n'est pas une super approximation, c'est qu'une approximation et ce n'est pas super, de la fonction de répartition. Elle est toujours un peu en dessous de la réalité. Alors, il y en a une seconde qu'on appelle LI de x. Alors, x, c'est une intégrale, donc voilà, il faut connaître le calcul intégral, mais on peut ne pas le connaître, c'est pas grave. Somme de 2 à x dt sur ln de t. Tiens, c'est le logarithme népérien, ça. Pourquoi pas, Donc le logarithme népérien, c'est un petit peu différent. Vous voyez, le logarithme népérien d'un nombre x et la puissance à laquelle il faut élever petit e, qui est 2,71828, c'est un nombre pour obtenir x. Et bien maintenant, cette fonction de répartition, on voit que LI de x, c'est pas loin, mais c'est toujours pas dessus. Mais c'est meilleur que l'autre. Et d'ailleurs, elle est toujours un petit peu au-dessus de la réalité, mais regardez, si on étend les nombres jusqu'à 100 000, là, elle colle. C'est pas mal.
Elle semble suivre, mais il n'y a toujours pas de marge d'escalier, bien sûr. Et on connaît une troisième, c'est Bernard Riemann qui nous l'a donné, ce qu'on appelle RI de x. Alors c'est une formule encore un petit peu plus compliquée, puisqu'on utilise la précédente, c'est une intégrale, avec la ainsi une somme. On ne rentre pas dans le détail. En tous les cas, celle-ci, regardez, de 0 à 2000, pas mal. Elle colle, la fonction de répartition, elle est vraiment meilleure que les autres répartitions, cette fonction RI de x. Elle colle vraiment à RI de x. Mais si on regarde bien précisément, elle n'a pas cette structure en escalier qu'a la fonction de répartition. Elle ne nous dit rien des endroits où se produisent les petits sauts et donc où se trouvent les nombres premiers. On ne peut donc pas utiliser cette fonction pour deviner à l'avance où vont se trouver les nombres premiers. Il faudrait pouvoir déterminer une fonction qui aurait la structure en escalier, de façon à pouvoir prédire la localisation des nombres premiers. Eh bien, c'est cela qu'a presque réussi Bernard Riemann. Maintenant, les nombres complexes. Donc, c'est quoi les nombres complexes et le plan complexe? Eh bien, après les nombres naturels, 0, 1, 2, 3, etc., les nombres imaginaires. Donc, les nombres imaginaires, pour résoudre l'équation x au carré plus 1 égale 0, on invente les nombres imaginaires en posant j au carré égale moins 1, ce qui donne les solutions de l'équation sont donc x égale plus j, x égale moins j. La racine d'un nombre négatif, on ne la connaît pas. Donc, on va maintenant dessiner dans le plan complexe un axe des réels et un axe des imaginaires. Imaginaire veut dire ce que ça veut dire, ça n'existe pas, c'est l'imagination des hommes, mais c'est très pratique. Donc, on voit un point dans le plan, s'exprime par ordonnée abscisse, donc l'abscisse petit x sur l'axe des réels et l'ordonnée y sur l'axe des imaginaires. Et là, on lui met devant un petit i ou un petit j, sachant que i au carré ou j au carré, c'est moins 1. Donc des nombres complexes, dans le plan complexe, vous voyez, on peut vous en citer beaucoup. La partie réelle et la partie imaginaire. Je pense que vous avez compris ce qu'était un nombre complexe. Je prends 2 plus i, je prends 2 sur l'axe des réels et je prends 1 sur l'axe des imaginaires. Eh bien, je vous remercie. Au revoir.